Doit-on séparer l'œuvre de l'artiste? Est-ce qu'on en fait un peu trop en France en idéalisant en tout cas le terme de l'auteur au sein même du cinéma? Ce sont des questions qui sont très intéressantes et il y a une autrice qui s'appelle Geneviève Cellier qui a tenté d'y répondre en sortant Le culte de l'auteur, les dérives du cinéma français. C'est un bouquin qu'elle a sorti début septembre, il me semble, ou début octobre. Et Geneviève Cellier, c'est une professeure émérite en études cinématographiques et elle a travaillé pendant 40 ans, une quarantaine d'années, sur le genre à l'écran, sur la représentation du genre à l'écran et sur la manière dont ça matérialise un système patriarcal et un système de domination entre l'homme et la femme. Alors, elle dit que c'est une synthèse un peu de tout son boulot, ce bouquin, avec quelques petites phrases provocatrices, et elle revient notamment sur la théorie critique de la politique des auteurs. Théorie qui est très utilisée dans le champ critique, et qui a été popularisée par la nouvelle vague à la fin des années 50, début des années 60. Alors vous savez ce que c'est, je pense, mais je vais vous dire rapidement en quoi ça consiste, mais je vais grossir un peu le trait là, parce que je suis vraiment en full impro. La politique des auteurs, c'est une théorie du coup critique, qui existait déjà en soi, mais qui a été beaucoup popularisée à l'époque de la Nouvelle Vague, où en gros, on considérait chaque film d'un cinéaste comme une part de son œuvre à part entière, c'est-à-dire que toute sa filmographie constitue son œuvre. Que du coup, il y a une sorte de continuité, une sorte de patte artistique qui fait qu'on peut retrouver la patte de cet auteur à travers tous ses films. Et que ça constitue une œuvre singulière, une œuvre à part entière. Mais surtout, en fait, cette théorie, elle a vachement recentré le cinéaste ou la cinéaste à l'origine du film et en tant qu'unique représentant de ce film. Ce qui fait qu'en parallèle, il a ausculté énormément d'autres collaborations artistiques qui participent à un film. Il y avait vraiment beaucoup plus ça avant la nouvelle vague, c'est-à-dire que dans les films le cinéma de papa ou le cinéma de qualité à la française, c'était souvent le nom du cinéaste qui était vraiment mis en avant, mais il y avait quand même une mise en avant aussi des collaborateurs artistiques principaux, comme le compositeur, comme la script, comme le ou la scénariste. Donc du coup, ça a été vachement ausculté dès lors que la théorie critique de la politique des auteurs est apparue, et c'est notamment lié au fait que la nouvelle vague a incité des réalisateurs à se débrouiller avec sa caméra, en gros, et de sortir des studios, sortir de toute cette énorme machine que constituait un tournage qui coûtait extrêmement cher. Donc c'est assez intéressant tout ça, et Geneviève Cellier, elle revient un peu là-dessus sur la manière dont justement on a transformé le cinéaste en écrivain, comme quelqu'un, vous savez, qui est tout seul dans son bureau et qui est en train d'écrire, vraiment il n'y a que lui, il écrit, et que le réalisateur, en fait, il a commencé à avoir cette posture-là. Et c'est vrai, et puis même moi d'ailleurs, quand je critique un film et que j'essaie de développer, je mets toujours ma critique du point de vue de l'auteur, de ce qu'il a voulu décrire et la façon dont ça se représente à l'écran. C'est une manière toujours un peu d'objectifier une subjectivité que tu as eue sur un film, d'essayer de comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Mais est-ce que finalement c'est pas un peu une limite par rapport à aussi essayer de comprendre pourquoi on a ressenti telle chose devant un film? Et est-ce qu'un film finalement s'ancre vraiment dans une œuvre à part entière? Est-ce qu'on peut quand même critiquer le film en tant qu'entité sans forcément la faire rentrer dans une œuvre qui est un peu théorisée et qui est en soi qu'une théorie qui est assez politique finalement aussi, parce qu'on n'avait pas du tout ce champ critique à l'époque avant la nouvelle vague. Donc elle revient un peu sur ça, mais elle revient surtout sur la façon dont la nouvelle vague a fait naître une nouvelle forme de masculinité et comment elle s'est matérialisée dans le système économique et dans le système esthétique aussi du cinéma français à cette époque-là. Donc depuis la nouvelle vague, elle rencontre comment ça a donné lieu ensuite aux emprises que l'on connaît de Benoît Jacot et de Jacques Doyon dans les années 70 et 80, comment tout ça a été normalisé et comment les femmes étaient représentées à l'écran. Je blablate beaucoup, mais du coup je le trouve quand même vraiment intéressant parce que il permet de remettre en question certaines choses et aussi même notre regard sur le cinéma français et sur certains auteurs et même sur notre rapport esthétique à lui, sur la manière dont on peut justifier, sur la manière dont on peut aimer des mises en scène qui sont en soi très voyeuristes ou représentant d'une forme d'emprise, et comment nous en fait on est censé se situer par rapport à ça. Est-ce que parce que c'est choquant on doit trouver ça bien, ou est-ce que justement on doit quand même être un peu scandalisé par le truc? C'est assez intéressant en fait, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'elle n'a pas de posture morale dans le bouquin. C'est-à-dire qu'elle est assez concrète sur la manière dont elle parle des films et sur la manière dont même elle parle de mise en scène et d'esthétique, pour montrer aussi, essayer de jouer un peu avec ce male gaze et ce female gaze pour comprendre en quoi ces théories sont aussi intéressantes et en quoi elles représentent aussi quelque chose. Donc vraiment je vous invite à le lire, et j'avais hésité à en faire une vidéo vraiment Game Focus sur la chaîne principale, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire,
mais je crois que j'aimerais lire tout le travail de Geneviève Cellier, qui a notamment collaboré avec un autre sociologue aussi, pour potentiellement en faire une, pour parler un peu de son travail. Mais du coup, voilà, ce bouquin, en tout cas, il a suscité un peu la polémique, enfin pas la polémique, mais en tout cas un peu un scandale et un peu une honte dans le champ critique français, ce qui prouve qu'elle tape un peu aussi, elle tape assez juste Geneviève Cellier là-dedans. Elle avait notamment été reçue par Samir de la chaîne Microciné, l'entretien est en ligne sur YouTube, qui s'est pas super bien passé, parce que justement, je pense qu'il y a en fait une mécompréhension dans les deux côtés, où Samir a une approche qui est très très portée sur l'esthétique avec la politique des auteurs, et là où Geneviève Cellier essaie vraiment de parler un peu conditions matérielles, et donc est un peu loin de l'esthétique. Donc c'est vrai que ça donne lieu du coup un peu à un dialogue de sourds. Force à toi Samir, hein, je sais que ça n'a pas dû être facile. Et même force à Geneviève Cellier qui a dû être un peu frustrée effectivement de ne pas plus parler de son bouquin. D'autant qu'elle a été invitée sur le podcast Les couilles sur la table où là elle parle beaucoup plus et elle est beaucoup plus à l'aise. Et on comprend bien plus ce qu'elle a voulu essayer de raconter dans ce livre. Et c'est d'ailleurs aussi très intéressant, donc je vous invite à aller l'écouter si ça vous intéresse. Mais pourquoi j'ai voulu quand même vous en faire une petite vidéo, une petite capsule, c'est parce que justement comme ça a suscité la polémique machin, il y a le podcast Sortie de secours, qui est un podcast sur Spotify qui regroupe plusieurs critiques cinéma. Alors il me semble qu'il y a Yal Sada, Muriel Joudet et deux autres, j'ai un peu oublié. Donc Yal Sada qui est au Cahier du cinéma et Muriel Joudet qui je crois est souvent critique chez Le Monde. Donc des critiques en soi que je trouve pas hyper intéressants, ça arrive. Et j'ai déjà écouté de temps en temps le podcast, il y a parfois des petites lectures qui sont intéressantes de films, etc. Et en fait, comment vous dire que ils ont été en sueur devant le bouquin de Geneviève Cellier. Et en fait, ils ont cherché du coup à en faire 20 minutes pour critiquer le livre. Alors moi, je me dis trop bien, c'est trop bien que des critiques s'emparent de ce bouquin pour voir un peu ce qu'ils ont à en dire et tout. Parce que moi, je pense que c'est plus dans le système économique que j'aurais peut-être des choses à redire sur le bouquin. Elle a pas tort quand elle raconte certaines choses, mais en même temps, je pense qu'il y a des choses multifactorielles. C'est assez intéressant. On va sûrement y venir. Mais en tout cas, oui, voilà, ils ont été ultra en sueur. Mais du coup, en les écoutant, je me suis rendu compte à quel point Geneviève Cellier vise juste quand on voit la réaction ridicule, complètement en sueur et en pleine panique morale de ce que provoque un livre comme ça. Voilà, c'est vraiment drôle. Et en fait, je voulais un peu en profiter parce que vraiment, je trouve que c'est ridicule. Et ça me permettrait un peu de parler du bouquin et de voir en quoi il tape complètement à côté. Et le fait de les voir être comme ça en mode critique Figaro, en mode critique qui aurait totalement sa place au Figaro, voire même chez Valeurs Actuelles, je trouve ça vraiment à mourir de rire. Donc du coup voilà, et puis je passe complètement à côté du bouquin évidemment. Alors je peux pas vous le mettre parce que sinon je pense que je vais me faire strike sur YouTube. Mais déjà il commence à en parler du bouquin en mettant un extrait du chanteur, je crois, de Balavoine. Et il chante que les filles soient nues, que machin. Bon, c'est une chanson assez tragique en vrai, hein, sur le fait que le succès amène à des désirs complètement poussifs et mène au malheur ultime. Hein. C'est quand même assez tragique comme chanson. Et alors il commence à parler du bouquin en lançant cette chanson. Et t'as un mec qui fait une blague en mode oh là là, que les filles soient nues, dis donc, Balavoine, tu vas être cancel. Donc voilà, ça donne le ton, on va dire, de ces mecs qui associent un bouquin à des paroles d'une chanson. Enfin bref, je trouve ça vraiment pas super drôle en plus et très 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 représentatif de comment ils ont interprété le bouquin et comment en fait Geneviève Cellier, parce que Geneviève Cellier, encore une fois, elle n'a pas de posture morale dans ce livre, elle n'est pas en train de dire qu'il faut cancel des films ou quoi que ce soit, elle dit qu'il y a des films qui ont représenté à l'époque où les films ont eu lieu et comment ça s'est matérialisé dans un rapport de domination et un rapport de force, comment en fait des bouquins, comment en fait des films montraient en fait des emprises, des violences sexuelles, des choses comme ça, comment ça se matérialisait dans la vraie vie aussi. Et comment c'était totalement excusé et justifié par le prisme du regard de l'auteur qui voit en ça quelque chose de fascinant, quelque chose de machin, et comment ça a souvent été très 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 masculin, et comment même des femmes d'ailleurs ont perpétué ce regard. Donc elle appelle pas du tout à les cancel, elle a une lecture quoi, elle a une lecture critique qui est intéressante là-dessus, mais voilà, enfin on va avoir l'occasion d'en reparler. Déjà je divague beaucoup, mais je trouve ça intéressant que il représente ça en mettant un extrait de chanson où t'as juste un que les filles soient nues dans un refrain et qui disent oh là là, disons Balavoine serait cancel aujourd'hui. Enfin bref, je trouve ça vraiment marrant. Donc voilà, let's go.
On est parti pour les écouter, vous allez voir, c'est assez drôle. Depuis les révélations de Judith Godrèche, les accusations portées à Gérard Depardieu, les gardes à vue de Benoît Jacot, de Jacques Daillon, le coup de filet un peu fantasmatique annoncé en amont de Cannes, il est certain que quelque chose bouge, s'accélère même du côté du MeToo français dont on nous disait plutôt depuis 6 ans qu'il n'advenait pas, que le pays résistait. Et dans ce nouveau climat de remise en question, ce n'est plus tel ou tel cinéaste qui grimpe sur les bancs des accusés, mais la figure même de l'auteur. Serions-nous malades de notre fascination pour les auteurs de cinéma? Nous porterions-nous mieux dans notre cinéphilie si nous détachions notre amour des films ou ce que nous attendons d'eux des individus qui les signent? À quoi ressemblerait un cinéma sans politique des auteurs? Et cette politique est-elle par nature un culte? C'est ce à quoi tente de répondre un livre, le premier que nous évoquons dans cette émission, alors qu'il ne s'agira même pas vraiment de le défendre, je le crains, mais d'en faire l'occasion de prendre la parole sur cet épineux sujet devenu assez majeur. C'est un petit peu particulier évidemment de débattre du culte de l'auteur de Geneviève Cellier, puisqu'on en est un petit peu officiellement les méchants, désignés, quand elle parle de critique cinéphilique, comme un petit peu les coupables de ce problème du culte de l'auteur dont parle Geneviève Cellier. Guillaume. Alors, oui, c'est vrai que je voulais... Alors déjà là il y a un petit problème, c'est la manière dont ils adoptent une posture morale justement sur le fait de dire que ce sont les méchants, machin. Il n'y a pas de méchants ou de gentils, c'est juste des conditions matérielles qui font que voilà, il y a des hommes qui sont plus en posture de force que les femmes là-dessus, et que même dans le champ critique il y a quand même beaucoup moins de femmes aussi qui parlent de films avec une lecture féministe, que ça peut être un peu libéral ou matérialiste, on s'en fiche, mais en tout cas il y a beaucoup moins de lecture féministe que de lecture masculine. Donc c'est même pas une histoire de méchant critique, c'est juste que la critique a, dans les conditions dans lesquelles elle s'ancrait à l'époque, ont participé effectivement à une forme de culte de l'auteur. Et ça c'est totalement vrai. C'est pas forcément quelque chose de mal ou machin, mais ça a eu des conséquences, disons, sur les rapports de domination entre les hommes et les femmes, qui ont été particulièrement violentes, en partie pour les femmes. Surtout pour les femmes. Donc voilà, c'est un premier truc déjà, je trouve que déjà il tape un peu à côté, parce que c'est pas du tout ce que le bouquin essaie de dire, quoi. Pas de dire que les critiques sont des méchants, enfin... Pour parler. Et ça a été un débat interne. Et ça a été un débat houleux. Très houleux, pour savoir s'il fallait vraiment en parler, parce qu'en fait, on va tous, je crois qu'on le reconnaît tous autour de cette table, le livre est très mauvais. Mais c'est le problème parce que c'est la première réponse dans le milieu éditorial à un débat qui court donc depuis presque un an maintenant, et qui, à mon avis, est un débat qui est important, dont il faut traiter. Alors, il a un programme. Son programme... Bref, je vais m'arrêter sur les formules, parce que vraiment le truc de « Non mais c'est important, faut en parler, mais bon... faut pas non plus, hein... Oh, ouais, ok, il y en a quelques fois... Ouais... » Et de dépasser le catalogue des faits divers que tu citais autour des comportements abusifs pour dresser une sorte de cartographie du système qui se traduit à la fois derrière et devant la caméra. Donc à la fois ce qui se passe derrière la caméra et aussi ce qui se passe en termes de représentation dans le cinéma. Mm-hmm. Et ce système qui reconduit la domination masculine à nouveau frais en masquant les questions de genre et les questions sociales derrière des motivations purement esthétiques. Et ce système, ça a un nom, c'est le cinéma d'auteur français. Voilà. Maintenant, je trouve que ce programme, il ne s'y tient pas du tout parce qu'il entretient beaucoup de confusion. Déjà, ça, c'est intéressant parce que elle parle effectivement dans le bouquin du fait que le cinéma français, dans son regard très masculin de l'époque, et puis même encore un peu maintenant, masque les conditions sociales, par exemple. On peut en débattre, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais il y a un truc qu'elle analyse et qu'elle précise, et il y a beaucoup d'exemples, et effectivement c'est vrai que c'est assez flagrant, c'est qu'en termes de masquage de conditions sociales, il y a par exemple le fait que dans beaucoup de films de cette époque, les femmes n'ont pas de travail, enfin, ou alors on ne sait pas ce qu'elles font par exemple. Elles sont jamais filmées dans le cadre de leur travail, ou simplement elles ont des petites étiquettes pour essayer de leur faire quelque chose, mais on les voit jamais travailler. Et ça c'est vrai que dans beaucoup de cas de films comme ça, il y a énormément de films où elles ne s'ancrent pas vraiment dans un système social, les femmes, elles sont ancrées par le regard du mec, et c'est vrai qu'à l'époque de la Nouvelle Vague par exemple, il y a eu beaucoup de cinéastes qui ont fait des sortes d'autobiographies où ils essaient de représenter une sorte de mal-être masculin, une fragilité masculine. Elle en parle aussi dans le bouquin, elle dit qu'en fait le changement de masculinité
la nouvelle vague n'a pas fait naître la masculinité, mais elle a fait apparaître une nouvelle forme de masculinité. Avant ça, le cinéma de papa, le cinéma de qualité française, c'était beaucoup des hommes qui étaient souvent un peu torturés, un peu durs, un peu forts. C'était un peu l'image de Jean Gabin, de Ventura, etc. Voilà, des mecs un peu avec des gueules cassées, mais en même temps très beaux, très forts, machin et tout. Et dans la nouvelle vague, il y a eu une nouvelle forme de masculinité très fragile, très dépendante en fait d'une relation avec une femme, où très souvent d'ailleurs c'est la femme qui les malmène un petit peu dans la relation. Et le fait qu'il soit pas très beau, par exemple, non, aussi, quand on pense à des gens comme Belmondo, comme Léo, ou des acteurs comme ça, c'est vrai qu'on est très très loin de standards, on va dire, de beauté, d'une certaine forme de cinéma français qui était très populaire à l'époque, de belle gueule. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Alain Delon est resté très très éloigné des cinéastes de la nouvelle vague, parce qu'il représentait lui aussi un standard de beauté. Le mec, il était juste parfait, il avait des yeux super bleus, il avait un physique qui rentrait vraiment justement dans ces standards masculins, et c'est la raison pour laquelle Delon, il a été très 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 peu ou très rarement dans des films de la nouvelle vague par rapport à ça justement. C'était impossible d'essayer de représenter une fragilité masculine dans le visage de Delon. C'est pour ça qu'il est plus parti vers les films de Melville, qui sont plus, encore une fois, là pour le coup, des portraits d'hommes un peu sombres, torturés et fragiles, mais pas dans le même aspect que dans les films de la nouvelle vague de Truffaut, de Godard, etc. Et dans ces films-là, effectivement, on masque un peu les conditions sociales, parfois des hommes, mais surtout des femmes. Voilà. Les hommes, souvent, ils ont un travail. Et notamment, il ne démontre pas ce système-là. Il fait un catalogue de faits divers, justement. Et d'ailleurs, il y a cette phrase que j'ai notée, qui est vraiment hallucinante, où elle dit à un moment, au chapitre 4, « Si on avait des doutes sur le caractère systémique de ce phénomène, la longueur de cette liste parle d'elle-même. » Donc elle se contente de lister des actrices, de ce qui est arrivé à des actrices, en mélangeant en plus des actrices qui ont simplement arrêté leur carrière et des actrices qui ont été harcelées. Elle mélange ça et elle dit, bah voilà, j'ai fait la preuve que c'est systémique. Et tout le livre va être comme ça, une sorte de catalogue d'impression en fait. C'est un livre qui est très impressionniste et qui n'est pas du tout articulé. Ce qui est un vrai problème, à mon sens, parce qu'on a besoin justement sur cette question-là de quelque chose d'articulé et on ne l'a pas. Mais c'est un peu ce que j'aimerais. Alors, plein de choses à dire là-dessus. Il passe complètement à côté, c'est un délire. Et c'est vraiment de la mauvaise foi, hein, c'est ouf. Parce que, en fait, elle fait effectivement une liste. En fait, elle donne énormément d'exemples justement pour essayer d'expliquer ce rapport de domination. En fait, le problème, c'est que ce sont des exemples qui justement expliquent et justifient ce qu'elle est en train de raconter concernant la domination masculine en fait. Et les chapitres sont pour le coup extrêmement riches par rapport à ça. Et moi, je trouve que justement, c'est très très représentatif de effectivement ce rapport de domination. Je sais pas, par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle le schéma récurrent d'un alter ego créateur. Et ça, c'est vrai que en fait, à l'époque de la nouvelle vague, et ça s'est vachement popularisé aussi dans le cinéma d'auteur, hein, surtout en particulier, il y a eu cette espèce de... Il y a eu beaucoup de cinéastes, des cinéastes comme même Doyon ou Jacot, hein, justement notamment, qui ont fait de leur cinéma une sorte d'alter ego, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant des artistes ou des créateurs. Je crois qu'il y a 2 autres réals qui font ça aussi, avec beaucoup la figure de Mathieu Amalric, qui est souvent la figure de l'artiste torturé, un peu fragile aussi d'ailleurs, et qui en fait au sein même de ces films qui sont des alter ego, où on met en avant des créateurs qui justement ont du mal, sont torturés et sont en général gênés par l'amour qu'ils ont pour une femme qu'elle ne leur donne pas, et ben elle donne des exemples de films qui ancrent effectivement ce truc-là, et sur le fait que ça a notamment justifié des rapports de domination au sein même de l'esthétique du film, où la femme est tout le temps désirable, d'ailleurs elle est souvent plus jeune que le personnage principal ou que l'acteur principal, et comment ça se matérialisait aussi sur le tournage, comment en fait on profitait de la jeunesse de ces jeunes femmes pour avoir une forme d'emprise sur eux. Elle parle notamment de Philippe Garrel. Philippe Garrel, c'est vrai qu'il a beaucoup fait des films comme ça, et l'idée c'est pas forcément de dire que ces films sont mauvais, bon elle aime pas du tout le cinéma de Philippe Garrel, mais elle prend d'exemple d'autres films qu'elle a trouvé intéressants et qu'elle trouvait bien pour cette lecture-là justement, et sur la manière dont, dans la mise en scène, ça met en avant cette politique et cette esthétique. Donc elle prend des exemples justement de réals qui ont beaucoup fait ça, mais Jacques Doyon, Benoît Jacot, Philippe Garrel, Assayas, Dumont, et c'est vrai que Dumont, mine de rien, enfin moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que Dumont, il a beaucoup aussi cette posture un peu d'alter ego dans certains de ses films. Alors c'est pas forcément des créateurs, et c'est totalement à l'inverse de plein d'autres films qui lissent et qui magnifie beaucoup ça, mais c'est vrai que par exemple dans beaucoup de films de Dumont, la figure de la femme est aussi quelque chose qui vient gêner le personnage masculin, donc c'est aussi intéressant. Arnaud Desplechin fait énormément ça, Léo Carax, Mathieu Amalric, François Ozon, Christophe Honoré, Emmanuel Mouret aussi dans certains de ses films.
Et encore une fois, le but n'est pas de dire que c'est des mauvais cinéastes, hein, elle le dit. Je crois qu'il y a un moment dans le film où elle dit qu'elle aime plutôt bien d'ailleurs le cinéma de Emmanuel Mouret, bien qu'elle le sente un peu déconnecté de plein de choses. Et Emmanuel Mouret, c'est vrai, hein, Emmanuel Mouret, moi je trouve ça assez sympa, mais c'est vrai que ces films, pour le coup, masquent complètement les conditions sociales, c'est que des problèmes de petits bourgeois, voilà. Et c'est tout le temps, il y a tout le temps effectivement le regard masculin qui est ressenti, mais ça n'empêche pas que c'est pas forcément un cinéma qui est profondément problématique, mais c'est pour montrer qu'en fait, les générations se sont succédées et ont suivi un certain schéma par rapport à la représentation des genres à l'écran. Et je trouve que justement cette liste, elle est suffisamment folle pour montrer à quel point c'est ancré. Donc je comprends pas pourquoi il a réagi comme ça. Genre justement moi c'est en le lisant que je me suis dit ah oui j'avoue c'est vrai quoi. Je me suis pas braqué en disant ouin ouin. Et moi ce que je trouve bizarre c'est qu'en plus il dit ouais c'est un livre impressionniste et tout machin mes couilles. Mais ce qu'il comprend pas aussi c'est que lui-même tombe dans le piège par exemple sur l'histoire de ces femmes qui arrêtent leur carrière et sur les femmes qui sont harcelées. Alors mon cher Guillaume, je crois que c'est Guillaume, il y a des femmes qui arrêtent leur métier aussi, justement parce qu'elles n'arrivent plus à en trouver. Donc c'est deux choses assez différentes. Il y a des femmes qui sont victimes de harcèlement et qui du coup décident d'arrêter leur carrière par rapport à ça. Et il y a des femmes qui n'ont pas forcément vécu du harcèlement, et encore, faudrait le prouver, mais surtout elles ont souffert de ce sexisme qui était quand même très 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 marqué et très ancré dans les années 70-80 et même aussi dans la nouvelle vague, même si la nouvelle vague c'était différent parce qu'il y avait beaucoup encore d'hommes qui avaient le même âge que les femmes qui étaient à l'écran. Dans les années 70-80, on laisse tomber les femmes qui commencent à être un peu plus âgées et du coup on met des femmes plus jeunes et qui sont tout le temps les muses des personnages masculins, qui eux se mettent à avoir 45 ans, 50 ans, etc. Là où tu as des femmes qui ont 20, 21 ans, 22 ans. Et on l'a bien vu de toute façon avec le cinéma de Doyon et Jacot, c'était parfois pire, hein, elles étaient mineures et elles avaient des rôles de personnages qui étaient majeurs, qui avaient peut-être 17-18 ans. Voilà, donc c'était aussi extrêmement limite, mais qui avaient en réalité 15-16 ans. Donc voilà, et il y avait quand même cette relation d'emprise par rapport... Enfin, cette relation amoureuse, en tout cas dans les films, par rapport à des hommes de 35, 40 ans. Il y a aussi Bertrand Blier qui a fait ça, enfin voilà. Et je veux dire, ces femmes, par exemple, quand elles ont grandi, quand elles se sont mises à avoir 35, 40 ans, on les prenait plus. Du coup, elles arrêtaient leur carrière. Du coup, ça aussi, c'est un problème. Et ça aussi, il y a un chapitre entièrement dédié à ça, sur la façon dont on perçoit les femmes et la façon dont elles vieillissent, grandissent. Et à l'inverse, comment les hommes ne perdent pas spécialement en puissance dans le cinéma par rapport à ça. Ça aussi c'est. Donc je comprends même pas pourquoi il fait les deux en essayant de les assembler, c'est-à-dire que c'est deux choses différentes qui sont relayées dans deux chapitres différents. Donc je trouve ça assez bizarre, ça prouve bien qu'il a absolument rien compris à ce qu'il lisait. Et d'ailleurs je vous invite à aller voir The Substance qui est sorti là il y a pas longtemps, qui en parle beaucoup et qui est un film que je trouve vraiment très bien. Un film de genre bien dégueulasse, bien gore. Alors pas subtil du tout dans le propos effectivement, hein, mais ça fait partie aussi de la force du film je trouve. Et je vous invite à aller le voir parce que vraiment il est assez fort. Il parle de ça, il parle de la manière dont à 40 ans, 45, 50 ans, même en étant encore bien, on se met à ausculter complètement des femmes parce qu'on estime qu'elles ne rentrent plus dans les standards de beauté. Et pour les relations amoureuses et perturbantes dans le cinéma français qui étaient beaucoup mis en avant par certains cinéastes, il y avait beaucoup ça. Les femmes étaient souvent très très jeunes par rapport aux hommes. Et c'est la raison pour laquelle il y avait des femmes du coup qui arrêtaient le cinéma parce qu'elles en avaient marre quoi. Essayer de faire dans ce débat d'ailleurs, de dépasser quelque part un peu les dysfonctionnements du livre qui effectivement a des... On pourrait l'aborder avec notre stylo rouge et dire qu'elle se trompe sur ceci ou sur cela et qu'effectivement quand elle fait un listing d'actrices dont la carrière s'est arrêtée, on a envie de s'arrêter sur un exemple sur 3, voire un exemple sur 2 pour dire qu'une carrière d'actrice effectivement ça peut s'arrêter pour plein de raisons patriarcales mais pour plein d'autres raisons aussi. Enfin, ça ne marche pas tout le temps d'en faire un symptôme de ce qu'elle décrit. Ouais, mais c'est ça qu'elle dit dans le livre. Hein. Elle dit qu'il y a plusieurs raisons patriarcales. Elle dit qu'il y a le harcèlement, il y a l'emprise, il y a les VSS, et il y a le sexisme systémique qui consiste à virer souvent les actrices dès lors qu'elles ont 40 ans. 35-40 ans. Donc bizarre. Et c'est le cas pour plein de choses, mais je pense que si tu as eu envie qu'on en discute, Guillaume, aussi, c'est parce que quand même la question de base qui est posée par le livre, serions-nous quand même malades de ce culte des auteurs, elle se pose vraiment, et on peut essayer de donner notre réponse à nous, mais je sais pas quelle est la tienne, ou Muriel. Non mais disons que Après moi je pense qu'on est assez malade de ça, hein. Moi je pense qu'effectivement quand on voit les autres pays comment ils réagissent, moi je pense qu'on a un petit problème avec un certain culte de l'auteur et je m'inclus totalement dedans, hein, dans la critique. Je trouve que c'est toujours très intéressant d'adopter un point de vue d'un auteur quand on est passionné par ses films, mais c'est vrai que dans le champ critique et dans la manière de les représenter politiquement et dans le champ médiatique ou dans le champ machin, on a un très très gros problème en France quand même par rapport à ça.
Le livre n'avait qu'une seule mission, qui est celle qu'elle donne au début, c'est-à-dire de nous prouver par son travail théorique qu'il est possible de parler d'un film en arrêtant de fétichiser la notion de l'auteur, mais de pouvoir parler d'un film en parlant d'un travail collectif. C'était la seule chose qu'elle avait à faire au vu de l'ambition qu'elle se donne, c'est-à-dire sortir de l'ego pour réinscrire le film dans un travail... Je suis même pas sûr que dans le champ critique, parler de collectif, c'est hyper intéressant. Mais par contre, le champ critique de la politique des auteurs a ausculté les métiers, ça c'est vrai par contre. Collectif, or elle n'y arrive pas. Et or, en fait, ce qu'on comprend très vite dans le livre, il suffit juste d'ouvrir la première page et la dernière pour comprendre en fait que le culte de l'auteur c'est pas neutre, c'est un masculin, et qu'il faut passer en fait du culte de l'auteur au culte de l'autrice. En fait, c'est ça le programme que se donne le livre. Dernier chapitre. Voilà, il refétichise c'est la pas le notion programme qui se donne, d'autrice. c'est le programme dans lequel il est entraîné, parce que encore une fois, c'est très confus. C'est ultra drôle parce que vraiment, c'est la réaction des gros réacs, quoi. C'est-à-dire que on remet en question la position masculine de l'auteur pour expliquer qu'il y a eu énormément d'autrices qui ont été déjà un peu invisibilisées à une époque. Et il y a un dernier chapitre qui dit qu'il y a une nouvelle génération de cinéastes femmes qui dressent une lecture assez féministe et assez actuelle. Elle décrit, elle parle de Justine Triet avec Anatomie d'une chute. Elle parle de... Il me semble qu'elle parle de Mia Hansen-Løve aussi. Elle parle de Valérie Donzelli. Elle n'est pas en train d'essayer de supprimer l'auteur masculin pour laisser place au culte uniquement de l'autrice. C'est une façon de dire que justement il y a des autrices qui sont un peu plus présentes aujourd'hui et que c'est très bien et qu'il faut que ça continue, mais que malgré ça il y a encore un rapport de domination qui est très ancré. C'est vraiment juste ça ce qu'elle dit. Ça me fume parce qu'en plus elle explique qu'il y a même des auteurs qui adoptent souvent un female gaze et un regard féminin très intéressant. Et à l'inverse, il y a souvent aussi des réalisatrices femmes qui se mettent à adopter aussi ce même rapport de domination. Elle parle notamment de Catherine Breillat, par exemple, qui, c'est vrai, a fait beaucoup de films qui étaient intéressants, mais qui s'ancraient aussi beaucoup dans l'idée que c'était un peu des conneries quand même, ces rapports de domination, et puis voilà quoi. Ou en tout cas que c'était un truc très essentialiste. Breillat, elle est très essentialiste là-dessus, elle est en mode oui, l'homme est plus fort que la femme, et puis c'est comme ça, c'est la nature quoi. Donc autant en profiter, autant en faire des films là-dessus. Je vois pas pourquoi on nous ferait chier par rapport à ça. Donc voilà, par exemple, elle est assez réac, Breillat là-dessus. Donc je comprends pas du tout cette espèce de truc un peu débile d'associer ça au fait que non, elle veut plus d'auteurs, elle veut que des autrices femmes, le grand remplacement féminin finalement. Voilà, c'est ce que promeut Geneviève Cellier. Il y a un chapitre sur la matrice hollywoodienne de la domination masculine dans le cinéma, et après elle nous parle du cinéma d'auteur. Donc à un moment on se dit mais c'est quoi, c'est tout le cinéma ou c'est simplement le cinéma d'auteur? Et j'ai l'impression qu'elle change de sujet et d'angle à chaque chapitre. Moi je voulais pas en parler pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est toujours une question, t'es toujours piégé. Soit tu te retrouves dans la position de l'esthète qui va défendre mordicus la politique des auteurs. Or nous on fait pas ça. Quand t'es critique, tu défends pas des idées générales, tu défends des films un par un comme ça, tu réfléchis au cinéma en général, mais au fond de nous-mêmes c'est pas qu'on tient mordicus à l'idée de politique des auteurs, c'est qu'en fait il y a pas mieux aujourd'hui pour travailler comme méthodologie, et c'est comme ça. Et elle aussi, son livre est la preuve même que la politique des auteurs, on n'a pas trouvé mieux. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est venu de la critique. C'est une sorte de méthodologie critique plus que quelque chose qui acte de la toute-puissance d'un auteur sur un tournage. Donc t'es dans... Elle se dit pas qu'elle est victime aussi de cette méthodologie. Geneviève Cellier, elle dit juste que c'est ce qui a pris le pas sur plein de choses, sur le champ critique, et que cette politique des auteurs, en fait, elle est pas forcément mauvaise en soi. C'est juste qu'elle a permis une perpétuation et une idéalisation du cinéaste comme étant l'auteur d'une œuvre. Et disons que c'est une œuvre qui s'éloigne ou qui se distingue de tous les rapports sociaux, politico, historiques qui l'entourent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça en fait dans la façon dont on représente un auteur. C'est pour ça qu'il y a ce débat sur la séparation de l'œuvre et de l'artiste. C'est le fait de dire que... Et que du coup, ça permet un rapport de domination, ça permet de maintenir un certain maintien d'un rapport de domination qui fait souffrir, et qui ont fait souffrir très 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 longtemps pendant de longues générations dans le cinéma français, des femmes et des jeunes femmes, et qui aujourd'hui sont encore très très traumatisées et très marquées par ça. C'est ça qu'elle dit en fait. Elle dit pas forcément que la politique des auteurs dans la manière d'analyser un film est forcément mauvaise, parce qu'elle le fait aussi, elle, pour essayer de comprendre comment un auteur aussi a par exemple entretenu ce rapport dans ses films. Donc vraiment, je comprends pas pourquoi encore... elle comprend pas ce qu'elle lit, quoi. Ils comprennent pas ce qu'ils lisent. Ou dans la position de l'esthète, ou pire, tu te retrouves à défendre le cinéma français et l'industrie du cinéma français, et tu te retrouves à faire le sale boulot, c'est-à-dire défendre
Benoît Jacot, à la fois ses films et son comportement. En fait, tous les cinéastes, Emmanuel Mouret, tout ça. Enfin, tu te retrouves dans une sorte de gardien, précisément ce que Le ne doit pauvre pas être. Emmanuel Mouret qui est accusé Non, d'après. non, mais le cinéma. Non, mais Alors, Benoît pardon. Jacot, Ça Emmanuel ressemble au Mouret. livre, c'est-à-dire que d'un seul coup, tout est mis dans le même Ouais, panier. non, en et, fait, c'est ça, c'est que précisément, tu te retrouves à être le gardien d'un système que t'as pas envie de. Voilà, tous les hommes, tous les mêmes. Putain, elles sont chiantes, ces féministes là, parler à mettre tous les mecs dans le même panier, machin. Mais ça prouve bien que vous avez pas du tout compris le livre. Hein. Elle dit pas que Emmanuel Mouret c'est un agresseur. Elle dit pas du tout que machin. Elle dit juste que Emmanuel Mouret aussi, dans son aspect générationnel, dans la manière dont il a fait ses films, il y a un regard assez masculin, assez lisse, ou qui ne parle pas de conditions sociales, qui voit les femmes un peu, finalement, qui les enjolivent beaucoup, mais tout le temps par le prisme d'un regard masculin. Enfin voilà, c'est des lectures esthétiques, ça même d'ailleurs. Donc c'est intéressant aussi de s'ancrer là-dessus, mais directement voir ça et dire oh putain, du coup elle dit que Mouret égale Jacot, Mouret égale Doyon, en fait c'est complètement con. Enfin, vraiment, c'est les réactions d'énormes débiles réa qui comprennent rien à ce qu'ils lisent et à ce qui se passe, qui comprennent pas les rapports de force qu'il peut y avoir sur un tournage et sur un film, et sur la manière dont ça peut s'ancrer, même dans l'esthétique même du film. Jouer ce rôle-là, et t'as pas envie de faire. Voilà, c'est au En cinéaste. fait, ils ont une posture morale du bouquin. Répondre, c'est pas à la critique. Geneviève Cellier considère, avec d'autres comme Laurent Julier, fantasme le milieu de la critique et croit que la critique fait partie de l'industrie du cinéma. Oui, qu'elle appelle dans le livre la critique cinéphilique. Alors je sais pas ce qu'elle C'est désigne ça. par ça, parce que je ne sais pas quelle Ouais. est la critique non cinéphilique, à part Ouais. peut-être celle de Télé 7 jours, ou de Ouais. voilà, mais en gros la critique par définition Ouais. est cinéphile, et cinéphilique est un mot qui n'existe pas, mais effectivement Ouais. c'est... Je me suis dit, on te met 16 sur 20. C'est vrai parce que le mot cinéphilique n'existe pas. Je tenais à le préciser, voilà, tu l'as écrit, et ça décrédibilise d'autant plus son œuvre. C'est dommage, il aurait pu le dire seulement la critique, mais bref, passons au tout. Non mais vraiment ridicule. Qu'est-ce qu'elle disait du coup, l'autre là Fantasme le milieu de la critique et croit que la critique fait partie de l'industrie du cinéma. Oui, qu'elle appelle dans le livre la critique cinéphilique. Oui voilà, c'est vrai, hein. Je veux dire, il y a des actionnaires par exemple qui détiennent certains journaux critiques qui sont ancrés dans l'industrie du cinéma. Donc je comprends pas en quoi c'est totalement débile. Moi après, là où j'ai une petite réserve sur le livre, enfin une petite réserve, c'est pas que je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit que justement en fait elle comprend pas comment des films d'auteurs comme ça qui sont toujours dans un délire d'alter ego, machin, on continue à leur filer des gros financements alors qu'ils font peu d'entrées. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, je pense. Effectivement, le souci, moi je trouve que c'est très très bien qu'un film qui fasse peu d'entrées puisse arriver à trouver des financements par la suite. C'est justement le principe de l'exception culturelle française, c'est de réussir à donner sa chance à des cinéastes qui galèrent à trouver des financements pour raconter ces films. Geneviève Cellier, elle dit pas l'inverse dans le truc, elle dit juste que, comme disons l'acceptation, ou en tout cas la validation d'un certain système de financement, par exemple l'avance sur recette du CNC qui est majoritairement donné au film, elle dit qu'il y a un favoritisme en fait dans les jurys, par exemple, pour certains auteurs, alors qu'ils font pourtant peu d'entrées et qu'ils n'intéressent personne. Moi, où je mets une nuance, c'est que je pense pas que ce soit forcément intéressant pour personne, c'est juste que je pense que le système est fait tel que le cinéma d'auteur aujourd'hui a énormément de mal à trouver sa place dans un système marketing, dans un système etc. Mais après, je peux noter le fait qu'il y a un certain cinéma d'auteur qui est très auto-centré et qui, je pense, effectivement peut un peu ennuyer des gens, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, ça fait pas aussi beaucoup d'entrées. Mais je pense qu'il y a aussi une question de distribution, d'exploitation, qui fait que parfois ces films souffrent aussi de cette étiquette art et essai de cinéma d'auteur. Donc ça, elle n'en parle pas, donc je trouve ça un peu dommage. Donc c'est la petite réserve que je mettrais sur le truc. Mais en attendant, c'est vrai que souvent, ces cinémas d'auteur, Jacques Doyon, Benoît Jacot, etc., ils ont souvent des bons gros financements quand même. On parle pas de petits financements, on parle souvent de financements qui sont assez gros, et que pourtant... Alors que pourtant, effectivement, ils font très très peu d'entrées. Et souvent, le problème des films qui font très très peu d'entrées, c'est qu'en fait, ils galèrent après à retrouver des financements parce qu'on est dans un système qui se libéralise beaucoup plus, où il faut penser avant tout rente, avant tout capital, avant tout bénéfice, avant tout profit. Et en fait, je pense que Cellier, malheureusement, dans le livre, elle a tendance un peu à rentrer dans ce truc-là. Elle reprend par exemple le fait que t'as très très peu de films français qui sont rentabilisés aujourd'hui. Et moi, je trouve que en fait, c'est pas un problème. Ça devrait pas être un souci et ça devrait pas être relevé justement, parce que c'est un système d'autofinancement, le CNC, et le financement du cinéma français. Donc, je trouve ça très bien que il n'ait pas d'objectif de rentabilité. Alors, encore une fois, c'est pas ce qu'elle dit, mais le fait d'en parler comme ça, c'est vrai que ça peut, je pense que ça peut semer un peu la confusion et
on pourrait croire qu'elle reproche que le cinéma français soit pas rentable. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle dit que c'est pas rentable dans le cinéma d'auteur, notamment parce que il y a une forme d'autocentrisme très masculin au sein même du cinéma français. Et moi, je peux comprendre et je pense qu'effectivement, ça peut aussi jouer sur le fait que les gens n'ont pas spécialement envie de voir un film comme ça. Mais par contre, ils vont aller voir d'autres films français, souvent assez populaires. Et d'ailleurs, elle en fait un chapitre dessus, sur le fait que même un certain cinéma français populaire reprend un rapport de domination aussi au sein même des femmes et des hommes représentés dans les films. Il y a toujours le fait que oui, les femmes par exemple, elles n'ont pas de travail. Il y a toujours le fait que les intrigues s'articulent souvent autour de problématiques d'hommes. Genre un petit truc en plus, c'est typiquement ça, je veux dire, même si là, pour le coup, la femme a un travail parce que le mec va s'immiscer dans le travail de cette femme, voilà, je veux dire, elle est quand même réduite à un rôle de petite maman gâteau, là où le film va s'articuler autour de l'intrigue du mec, et puis les blagues même aussi sont très très masculines. Enfin, on a l'impression que c'est un film qui date des années 2000, quoi. Moi, il y a un truc que dans la politique des auteurs, quand Truffaut dit que un mauvais film de je ne sais plus quel exemple il prend sera toujours plus intéressant pour lui que un bon film de l'industrie non signé ou quoi, je crois qu'il faut toujours comprendre ça, non pas comme un vrai jugement de qualité, mais comme l'idée que la cinéphilie consiste à recevoir des œuvres signées et à s'intéresser à la façon dont évolue cette correspondance. Alors, c'est pas la seule façon de s'intéresser au film, mais je crois que la politique des auteurs ne consiste pas à dire que c'est par nature un meilleur film parce que c'est un film qui est signé par un auteur, mais que par contre la relation et le dialogue qu'on a avec ce film, celle-là, elle nous touche d'une manière particulière parce que le fait que les choses soient signées est plus intéressant que le fait que les choses existent en tant que telles, et qu'effectivement un film qui ne l'est pas est un film qui est produit par... Alors aujourd'hui, c'est très très pertinent parce qu'il y a vraiment des films qui ne sont pas signés, qui sont quand même la majorité des films des plateformes. Et l'idée que les films le soient ne produit pas forcément des meilleurs films, mais elle produit un dialogue qui est plus intéressant que la politique du contenu. Non, mais Moi, je trouve qu'il mélange absolument tout là dans ce discours. Et puis encore une fois, elle n'est pas en train de dire le contraire, même si je sais qu'elle a une phrase provoque en disant que la politique des auteurs, je crois que c'est la grande arnaque du cinéma, de la critique du cinéma français. Bon, elle le dit, que c'est une phrase très provocatrice. Mais comment dire, oui, il mélange un peu tout, parce qu'en fait, encore une fois, là, cette politique des auteurs, cette manière, je suis d'accord en soi que quand tu es fasciné par ce qu'a fait un réalisateur, oui, tu vas ancrer son prochain film dans une œuvre ou dans des films que tu as déjà vus de lui, un peu par automatisme ou par justement idéalisation, et c'est là aussi qu'il y a un problème, par idéalisation de ce que le film t'a fait et sur la relation ou le lien que tu vas avoir un peu avec l'auteur par rapport à ça. C'est aussi ça qui est problématique, c'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que quand un auteur par exemple est accusé d'agression sexuelle, de violence conjugale ou de que sais-je encore par rapport, en tout cas qu'il a profité de sa domination sur une femme et qu'il est désormais accusé de ça, on remarque très souvent que dès lors que des gens adorent ce cinéaste, personne n'est catégorique sur la manière dont il faut le traiter en termes de légalité et surtout qui doit-on mettre en avant à ce moment-là. Je veux dire, on se rappelle tous de Nicolas Bedos, là, je veux dire, il a été accusé d'agression sexuelle, je me rappelle plus exactement des chefs d'accusation exactement, et il a été condamné là récemment. Il y a eu aucun problème pour beaucoup de cinéphiles à défoncer Bedos parce qu'ils trouvaient que de toute façon c'était un cinéaste de merde. Mais à l'inverse, ceux qui l'aiment beaucoup ont dit que c'était n'importe quoi. Et très souvent, quand on parle de réalisateurs qu'on aime beaucoup, on note quand même qu'il y a souvent un peu des réserves sur la manière dont il faut le traiter, sur la manière dont il faut aussi mettre la victime en avant, et surtout, enfin pas mettre en avant, mais surtout ne pas, comment elle est occultée dès lors que elle a pris la parole. En fait, il met cette politique des auteurs et il la théorise, mais sans l'ancrer dans la manière dont elle avance historiquement, socialement, politiquement, etc. C'est-à-dire qu'on avait un regard sur la politique des auteurs et sur les auteurs dans les années 50 qu'on n'a plus maintenant. Donc du coup, la politique des auteurs, elle change aussi sur la façon de voir les films. Et quand il parle de politique de contenu, je veux dire, il y a des films... par exemple les premiers films de cinéastes qui pop sur des plateformes qui peuvent être vraiment passionnants, et quand même le réalisateur c'est une commande, le film peut t'apporter quelque chose quand même et tu peux avoir une lecture très intéressante sans forcément que ça rentre dans la signature d'une œuvre. C'est ça aussi qu'il faut penser, c'est que je pense que la manière dont un film nous fait quelque chose ne doit pas forcément aussi passer par cette idéalisation qu'on se fait du fait qu'une lecture d'une œuvre serait plus intéressante et plus pertinente. Ça peut être très intéressant des deux côtés en fait. Je pense pas qu'il y ait vraiment un rapport hiérarchique à faire là-dessus, surtout que encore une fois c'est des choses qui changent dans le temps. C'est-à-dire qu'encore une fois on va pas parler des films de Truffaut, on va pas parler des films de Godard et de Truffaut comme on en a parlé dans les années 60-70, en tout cas la critique, de la même manière que certains nouveaux critiques vont en parler aujourd'hui.
Et donc, en fait, c'est un changement perpétuel, en fait, la critique. Et il y a des critiques qui peuvent très bien essayer de prendre des films au cas par cas, sans essayer d'en faire une espèce d'œuvre à part entière, et ça peut être aussi très très intéressant. Même si ça peut paraître un peu contradictoire, mais voilà. Il y a une insuffisance, c'est même pas une insuffisance, c'est je veux dire, un manque de travail, de la bêtise, enfin je sais pas, une ignorance tout simplement. Je me suis dit... Alors là, on est dans la dominem totale, le mépris ultime. En fait, de quoi cette bêtise et le symptôme. symptôme, et je pense que ça revient à ce que disait Muriel sur l'université, en fait. Je pense que c'est l'aboutissement... Non, mais je veux dire, je veux pas du tout essentialiser l'université, comme on dit. Non, mais je pense qu'il y a des universitaires qui doivent péter un câble. Oui, ça en c'est lisant certain. ça, Non, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que l'université et la critique, c'est deux mondes qui se regardent un peu en chien de faïence. Quand on observe les deux justement se faire la guerre, on voit qu'il y a une immense jalousie et qu'il y a un problème au sein de l'université qui est historique avec la notion d'auteur. C'est-à-dire que c'est en fait, il y a une envie au sein de l'université de casser le jouet de la critique. Et ce jouet, c'est la notion d'auteur. Quand j'étais étudiant, je me souviens d'un maître de conférence qui disait, alors qu'on lui opposait ce qu'avait dit en fait un auteur, un écrivain sur telle œuvre, il disait il faut se débrouiller tout seul. Il faut oublier en fait la parole de l'auteur, mort ou vivant. La présence de l'auteur a toujours dérangé l'université, et je pense qu'une des raisons, c'est parce que il y a un complexe de supériorité intellectuelle, c'est-à-dire qu'on voit plus de choses, on est plus voyant que l'auteur lui-même, et puis surtout, encore une fois, on a envie de se farcir le critique qui lui ne jure que par ça. Et donc c'est en fait des chorales de clocher, de chapelle en tout cas. Alors moi j'avais une autre idée. Alors c'est incroyable. Alors attendez, si le livre n'est pas bien et si le livre est bête, c'est parce que putain ces universitaires, quand ils sont bien jaloux de nous, ils ont le seum. Ils ont le seum parce qu'ils n'ont pas percé comme nous, ils n'ont pas la lecture que nous on a des auteurs. Eux ils sont là, ils se morfondent de leur truc. Est-ce que vous vous rendez compte du profond mépris déjà et de la profonde débilité de l'argument pour expliquer pourquoi on n'a pas aimé un livre. Et c'est là où je me dis que le podcast, il est complètement à côté de la plaque. Vous essayez pas une seconde d'essayer de décrypter un peu le bouquin et d'essayer de comprendre pourquoi il vous a pas plu déjà et en quoi il vous paraît un peu naze. Moi je pense que c'est parce que il vous cible, vous êtes complètement dedans. Donc revenons un peu là-dessus parce que c'est quand même intéressant. Déjà, c'est au-delà de l'attaque à dominem profondément débile sans cette jalousie d'universitaire et de critique, tout le monde s'en bat les couilles de vos situations de critique. C'est que déjà c'est faux. Voilà, moi je veux dire j'ai fait une école de cinéma et je veux dire, il y a énormément de gens, quand on faisait des cours d'histoire ou des cours d'histoire ou même des cours un peu de critique, justement, des cours de critique cinéma, la plupart des profs qu'on avait, politique des auteurs à fond. Hein. C'est-à-dire qu'on prenait un réalisateur, on expliquait toute son œuvre et on expliquait en quoi c'était sa patte, en quoi on la reconnaissait, etc. C'était intéressant, hein. Je dis pas que... Mais c'est complètement faux ce qu'il raconte. Il n'y a pas d'universitaires qui sont en train d'occulter complètement l'auteur. Et en fait, quand même il y en a qui le feraient, c'est quoi le problème ? Encore une fois, c'est une manière aussi d'amener la critique vers autre chose, d'essayer de se dire, oubliez un peu l'auteur, pensez à ce que le film vous a fait, n'essayez pas de comprendre ce que l'auteur a voulu dire, essayez de décrypter, essayez de comprendre le ressenti que vous avez eu devant le film en le regardant en tant que tel. Et si ce ressenti, tu l'as énormément apprécié, là, tu vas peut-être t'intéresser effectivement à l'auteur et à voir ses autres films et à voir comment ce ressenti, il peut être différent. Alors, je rajoute un petit truc au montage pour préciser quelque chose. C'est pas totalement faux dans le sens où l'universitaire ancre dans son corpus des réflexions sur la déconstruction, celle du genre par exemple, ou sur d'autres sujets sociaux et historiques, et dans cette déconstruction, il y a aussi le rapport à l'œuvre et à son auteur, effectivement. Mais questionner ça en fait pas des ennemis de la critique, c'est pas par jalousie, c'est parce que ça nourrit aussi des réflexions sur la façon de penser aussi le cinéma et notre rapport à lui, plutôt que de s'arrêter sur une méthode vieille de presque 70 ans maintenant, quoi. Et moi, je trouve ça hyper intéressant aussi, je veux dire. Donc c'est complètement con, hein. Complètement con de penser comme ça. Pourquoi on veut évacuer le concept d'auteur ? Puis surtout, il a rien dit, quoi. Il a rien dit sur le livre. Quand même le sentiment que c'est vrai que la critique est vraiment en perte d'influence totale. Elle est remplacée par une sorte de culture de l'opinion et du goût, film par film. On va dire que les intellectuels français se disent... Complètement faux ça aussi, hein. Je veux dire, tu reprends les critiques des cahiers, de Positif, de Première, il reste encore beaucoup dans la politique des auteurs, hein. Il faut remplacer le concept d'auteur, voilà. Il faut retrouver une manière d'analyser les films qui ne soit pas justement une question de goût et d'opinion sélectif. Et ils ont trouvé, et la question c'est la représentation des femmes à l'écran. C'est une manière...
D'accord, donc en fait, là... Est-ce que... Mais c'est juste vraiment des... Le mec, il était comme ça, il a fait oui, c'est sûrement ça. Oui, ça doit être ça, putain. Donc, si la politique des auteurs casse les couilles aux universitaires, en fait, la manière de réussir à en parler autrement pour détruire cette espèce d'incroyable théorie critique qu'est la politique des auteurs, c'est ouais, on parle des meufs, quoi. Oh là 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 là, c'est à mourir de rire, mais c'est complètement débile, comme si ça pouvait pas juste s'imbriquer en même temps, quoi, de parler de représentation du genre à l'écran et des femmes, et de lecture esthétique et de politique des auteurs. Mais c'est ce qu'elle fait dans ce putain de livre, là. Elle a une lecture esthétique de mise en scène par rapport aussi à une forme de politique des auteurs sur la manière dont, par exemple, le cinéma de Sciamma, Céline Sciamma, c'est perpétué aussi dans ses films, quoi. Mais lisez, putain, Bria, elle dit pareil, elle fait pareil pour Valérie Donzelli. Finalement, de produire de l'analyse. Généralement des minorités, c'est vrai. Oui, des minorités. C'est C'est une manière de produire de l'analyse de film sans passer par la question de l'auteur. Est-ce que vous vous rendez assez ultra réac, hein? C'est un peu le programme qu'elle s'assigne. Enfin, c'est le programme qu'elle assigne Ouais. à la critique, plus exactement, en disant, en faisant le reproche à la critique d'avoir le culte de l'auteur et de masquer les questions de genre et les questions sociales. Alors, ce qui me paraît complètement Alors attendez, on termine ça et après, parce qu'il faut pas que j'oublie ce que j'ai à dire. faux d'entrée de jeu, puisqu'en fait, je crois que la critique, à travers probablement le prisme de l'auteur, l'instrument du concept d'auteur, fait beaucoup de travail sur la question du genre et sur la question sociale, d'analyse sur ces questions-là, à travers les films. Et les cinéastes le font eux-mêmes. Les cinéastes, auteurs eux-mêmes, travaillent aussi sur ces questions-là. Je ne comprends pas qu'elles disent qu'ils s'occupent que de l'intime. Là, il y a vraiment une analyse un peu réactionnaire, je trouve, de ce qu'est le cinéma d'auteur, en disant ah bah, c'est l'intime, c'est toujours pareil, ça ne concerne personne, ça ne s'occupe pas du peuple, ça ne s'occupe pas des questions sociales. C'est pas vrai, c'est complètement faux. Voilà, il faut juste s'intéresser vraiment à la critique, à ce qu'elle raconte, et s'intéresser aux films, et tous les films. Et là, j'ai l'impression qu'elle a vraiment resserré Oui, et puis sur quelques effectivement, exemples. Elle fait effectivement. C'est vrai qu'elle a peut-être un léger discours un peu populo sur le fait que le cinéma français s'occupe pas assez du peuple, etc. Bon, plusieurs choses là-dessus. Déjà, elle a pas tort, en partie dans le cinéma des années 70-80. Il y a je pense que c'est l'inverse en fait qu'il faut faire, c'est-à-dire que tu avais quelques cinéastes qui sortaient un peu du lot, qui venaient parler un peu de social, qui essayaient de filmer le travail, qui essayaient de représenter un peu la manière aussi dont le genre était perçu. Par exemple, elle prend l'exemple, par exemple, aussi de la Nouvelle Vague, quand elle englobe la grande partie des cinéastes en disant qu'ils étaient beaucoup dans ce truc un peu d'intimité petite bourgeoise par un regard masculin qui s'occupait pas vraiment des conditions de travail ou des conditions sociales. Elle prend comme exemple quelqu'un qui n'a pas fait ça, qui est Alain Resnais. Alain Resnais, effectivement, dans ses premiers films, durant la période de la Nouvelle Vague, on peut l'ancrer dans la Nouvelle Vague, Alain Resnais, mais bon, je trouve qu'il est aussi assez différent des autres. Il avait un regard un peu plus porté sur des conditions sociales, mais surtout sur la représentation du genre à l'écran. Alors c'est sûrement lié au fait qu'il a écrit avec Marguerite Duras, mais par exemple Hiroshima mon amour, l'année dernière à Marianne Bad, il y avait des discours portés sur le gaslighting, sur la représentation qu'on se fait d'une violence sexuelle, c'est-à-dire que dans l'année dernière à Marianne Bad, t'as quand même deux points de vue extrêmement opposés, où en gros t'as un mec qui se rappelle d'une femme qu'il a rencontrée à une soirée l'année d'avant, et elle se rappelle plus trop, elle sait plus, elle dit vous êtes sûr, machin, moi je me rappelle pas, machin et tout, et en fait, on va se rendre compte que si elle s'en rappelle pas, c'est parce qu'elle a vécu un traumatisme avec ce mec, là où lui a vécu une jolie petite histoire d'amour. Donc en fait, écrire ça dans les années 60 et penser ça dans les années 60-70, en plus avec une forme qui est folle, enfin l'année dernière à Marianne Bad, c'est un film exceptionnel, je trouve que justement, il fait bande à part un peu de tout le reste des réalisateurs de la Nouvelle Vague qui étaient un peu dans leur ego trip, un peu un peu centrés sur eux, sur une volonté effectivement de réinventer les formes dans le cinéma, d'essayer de l'alléger, de montrer qu'on pouvait faire ça en sortant du studio et en allégeant le matériel, mais toujours avec des scénarios et des histoires qui se centrent vraiment sur l'intime de ces personnes et sur la manière dont ça s'exprime par le biais d'un personnage masculin. Et le personnage féminin est tout le temps quelqu'un d'extrêmement désirable, de chiant et de compliqué à gérer par rapport au ressenti masculin. Là où Alain Resnais, il avait quand même quelque chose d'un peu plus ancré socialement, ancré politiquement et ancré sur la représentation du genre à l'écran. C'est peut-être pour ça que je préfère d'ailleurs beaucoup plus Alain Resnais, parce que je trouve qu'il y a plus de choses esthétiquement et politiquement à dire
que Truffaut, où je m'ennuie globalement pas mal, et Godard, où je trouve que ça a tendance un peu à se répéter, et qu'en fait, finalement, son aspect formel reste toujours particulièrement passionnant et intéressant, mais pour en parler d'une autre manière, je trouve que ça a tendance un peu à se répéter. Alors que René, je trouve vraiment qu'il englobe un peu un tout. Voilà. Mais du coup, elle n'a pas totalement tort, parce que c'est vrai il y avait quand même une période dans le cinéma d'auteur qui était très très centrée sur des délires intimes, petite bourgeoisie. C'est assez vrai. Et en fait, les réalisateurs qui ont essayé de se concentrer un peu sur la question politique et sociale, bon, ils se comptaient un peu sur le doigt d'une main. Il y avait peut-être Costa Gavras dans les années 70, mais je veux dire, il n'avait pas énormément de succès. C'était d'ailleurs quasiment un cinéma militant, Costa Gavras, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'était pas spécialement apprécié et mis en avant. Mais je veux dire, il y avait quand même une très très forte contradiction, même d'ailleurs dans les conditions de travail en tournage, c'est-à-dire qu'à l'époque de mai 68, à l'époque dans la manière dont les équipes menaient la lutte pour essayer d'être mieux payées, pour essayer de machin, il y avait une contradiction un peu bizarre sur le fait que dans les tournages, et d'ailleurs la nouvelle vague a aussi malheureusement un peu démocratisé ça, c'est ce sentiment un peu de la souffrance et de la douleur au travail pour une bonne cause, pour la création d'une œuvre, quoi. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore beaucoup aujourd'hui dans les conditions de travail, sur le fait qu'il faille accepter une certaine forme de rythme infernal pour la création d'une œuvre et pour le bien d'un cinéaste et pour son travail à lui, quoi. Donc je trouve qu'elle a pas totalement tort. Ça veut pas forcément dire que les films qui en parlent pas sont mauvais, c'est juste qu'il y a forcément quelque chose qui est un peu occulté. Et moi je trouve qu'elle a assez raison. Mais en fait ce qu'il se rend pas compte, c'est que c'est lui qui est ultra réactionnaire en disant que on veut on veut masquer la politique des auteurs au détriment d'une analyse portée uniquement sur les minorités et sur les discriminations. Mais je comprends pas en quoi ça peut avoir je comprends pas en quoi on peut pas faire les deux en même temps, en fait. On peut très bien avoir une lecture critique liée à la politique des auteurs et parler des films sur la manière dont ça met en avant les rapports de domination, les rapports de minorité. En fait, juste ancrer plus politiquement, socialement et historiquement un film que par le biais du cerveau de l'auteur en disant il a voulu dire ça, il a voulu faire ci, il a voulu faire ça. Moi je trouve que par exemple Thierry de Peretti aujourd'hui c'est un réalisateur intéressant pour ça. C'est-à-dire que lui, il a quelque chose qu'il arrive à retranscrire dans ses films de son propre ressenti à lui, de son histoire corse, de son histoire machin, mais en même temps, il fait une lecture très intéressante sur les rapports de domination, sur un aspect historique et social aussi, et du coup, ça en fait un cinéma qui est ultra riche, je trouve, justement, à décortiquer par rapport à ça, alors que des films un peu ego trip et des films un peu portés sur une intimité, sur un alter ego créateur, machin, qui a quand même eu beaucoup, encore une fois, il faut le rappeler, c'est tout de suite moins intéressant, je trouve, dans le champ critique, parce que justement, ça occulte aussi beaucoup d'autres choses. Et moi, je trouve qu'un film qui va vraiment se centrer un peu sur un aspect collectif, dans son film, hein, je parle pas forcément dans la manière de critiquer un film au sein même des collaborations artistiques qu'il y a dans la préparation du film, mais dans le film en tant que tel, ceux qui abordent un aspect collectif et sur le fait que beaucoup de personnes subissent des choses dont elles sont complètement, impuissantes individuellement, c'est déjà des films que je trouve beaucoup plus intéressants à critiquer, parce que ça imbrique justement une politique, ça imbrique justement une forme de politique des auteurs sur la manière dont un cinéaste ou une cinéaste maintient ça dans son œuvre et dans sa forme, dans sa mise en scène. Thierry de Peretti, c'est beaucoup ça par exemple. Et surtout comment politiquement et en termes de rapport de genre, c'est ultra intéressant. Enfin vraiment, c'est ultra réac de vouloir dire qu'il y a une forme de grand remplacement en fait entre la volonté de détruire la politique des auteurs et la manière de juste maintenant on veut parler de meufs et de minorités quoi. Bon, enfin, et par ailleurs, elle ne détaille pas, elle explique aussi que la nouvelle vague est autobiographique. Moi, je pense à toute la nouvelle vague, je vois pas un seul film autobiographique à part les 400 coups éventuellement, et c'est un petit peu. Douanel, vaguement, mais. Et c'est quand même assez indirect. Donc, et par ailleurs, plus tard dans le livre, elle célèbre la tendance autobiographique des réalisatrices. Donc, elle a quand même tendance à se contredire d'un chapitre à l'autre, qui est quand même un petit peu accablante. Mais c'est là où ils comprennent pas la domination, le rapport de la domination masculine par rapport à ça. C'est là où ils comprennent pas. C'est-à-dire que déjà c'est complètement faux, la nouvelle vague. Enfin, je veux dire, où est-ce qu'il a appris à critiquer le mec? Je veux dire, il y a quand même beaucoup de films qui sont des formes d'autobiographie au sein même de la nouvelle vague. Hein, je veux dire, vraiment Truffaut, il en a fait son centre d'intérêt, et Godard, d'une certaine manière, ancre ses personnages dans des contextes très différents, mais ces personnages c'est souvent un peu lui aussi quoi. Il y a une forme d'alter ego aussi un peu créateur, un mec un peu bizarre, un peu décalé. Il y a quand même beaucoup de ça dans le cinéma de Godard aussi. Enfin, Chabrol c'est pareil, et encore une fois moi j'aurais tendance à dire que c'est René qui s'éloigne un peu de ça. Et aussi, voilà, ce qu'ils comprennent pas, c'est que l'autobiographie masculine, c'est pas la même chose qu'une autobiographie féminine, justement parce qu'elle s'ancre aussi dans
un rapport de force. C'est-à-dire qu'une autobiographie d'hommes, alors en tout cas de la nouvelle vague ou même encore un peu maintenant, de mecs qui sont, disons, bien installés socialement et qui disposent des privilèges qu'ils ont par rapport à la société dans laquelle nous vivons, que n'ont pas les femmes, c'est différent. C'est différent parce que du coup, on va dire qu'on va grossir le trait, mais en fait, ils ont du coup un regard un peu plus porté oppresseur dans leur autobiographie que la femme. La femme qui va avoir un peu plus un regard d'oppressé. Parce que dans le système aujourd'hui, je pense qu'on apprend à personne que la domination est masculine. Le système patriarcal, tout ça, quoi. Donc, une autobiographie masculine, en particulier à l'époque des années 60-70, est pas la même qu'une autobiographie féminine. Et que du coup, on peut saluer le fait qu'il y ait des femmes qui se mettent maintenant à essayer d'apporter leur autobiographie, et sur le fait que ça peut être aussi potentiellement plus intéressant esthétiquement, parce qu'il y a une inversion un peu du rapport. Pas du rapport de force, parce que encore une fois, c'est lié, son but, c'est pas de dire que les femmes doivent prendre le pouvoir. Elle est pas dans un truc d'empowerment, en fait. Elle est dans un truc de se dire, même esthétiquement, voir des femmes essayer d'apporter leur autobiographie sur leur ressenti, c'est quelque chose de passionnant et de beaucoup plus intéressant pour elles. Et moi, je trouve aussi qu'effectivement, ça change un peu quand on a des femmes qui essaient d'apporter en tout cas leur ressenti féminin et sur la manière dont ça s'ancre esthétiquement. Ça donne pas forcément des films qui sont bons en soi. Et elle le dit ça aussi dans le livre, elle le dit aussi dans le podcast. Là, on parle pas vraiment de qualité, on parle vraiment de regard derrière la caméra. Sur comment ça peut changer et se matérialiser. Insister sur ce point, c'est-à-dire qu'il y a deux méthodes, soit on travaille théoriquement et on ouvre des livres, soit on enquête, on fait des enquêtes Mediapart et on divulgue des violences sexuelles. Geneviève Cellier, elle travaille avec Google, elle travaille avec Halluciné. En fait, c'est vraiment son alter ego masculin, c'est vraiment Laurent Julier avec qui j'ai pu un jour discuter, et c'est terrible parce que c'est des gens qui vraiment très sincèrement ne travaillent pas, et c'est à la fois une insulte, je pense, pour l'université, pour les gens qui essayent de réfléchir au cinéma, et on en parlait tout à l'heure avec elle, et on se disait, elle ne se tape pas l'angoisse que c'est d'écrire un livre. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui a la surface des choses, qui travaille avec des tribunes et des vidéos combini. Enfin, c'est vraiment désastreux. Enfin, je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur des gens, parce que je crois qu'elle a contribué à traduire tout un pan des Gender Studies comme... Non mais au secours, est-ce que vous voyez la pauvreté de la critique? C'est des attaques ad hominem, quoi. Je veux dire... On peut pas être d'accord, on peut avoir un regard réactionnaire, on peut avoir un regard pas fou sur le livre, on peut le critiquer, franchement on peut faire plein de choses sur la manière de critiquer un bouquin qui parle quand même de choses assez, voilà, qui suscite encore beaucoup le débat, la polémique, etc. Elle a bossé 40 ans sur ça. Elle a sorti un paquet de bouquins sur le sujet que j'ai pas encore lu. Qu'est-ce que c'est que ce profond mépris sur sa méthode de travail juste parce que t'as pas aimé ce bouquin, quoi. En fait, là, ça me lasse un peu parce que c'est la 3e fois que j'écoute le podcast pour essayer de savoir des choses que je peux en dire, mais moi j'étais mort de rire, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment ça votre seule force, quoi? C'est de vous attaquer sur le fait que elle travaille avec des vidéos combini, c'est totalement faux en plus. Enfin, mais en fait, c'est ça qui me rend ouf, c'est qu'ils sont là à parler de politique d'auteur, faut s'intéresser à l'auteur, machin et tout, mais intéressez-vous du coup à Geneviève Cellier. Intéressez-vous sur quelle est sa méthode de travail, quelles sont ses méthodes de travail, intéressez-vous à son œuvre, qui est plus un travail qu'une œuvre en soi, parce que c'est pas, je pense pas qu'elle se définisse comme autrice particulière, parce qu'elle a pas forcément une patte d'écrivaine particulière, mais genre juste intéressez-vous à son travail. Moi je veux dire, la chose où j'avais encore un peu des questionnements par rapport aux choses qu'elle a pu dire dans le bouquin, moi je me dis, bah écoute, je vais me renseigner, je vais l'écouter, je vais voir si je peux essayer de lire ses autres livres, enfin je veux dire, c'est assez fou de, là pour le coup, complètement occulter cet aspect-là pour critiquer un bouquin, quoi, alors que la politique des auteurs, elle est censée aussi se passer pas seulement dans le cinéma, mais aussi dans la littérature, dans les essais, dans les trucs. Pourquoi il y aurait que le cinéma qui bénéficierait de ça, en fait? Donc vraiment, c'est ouf d'être aussi méprisante. Et je finirai sur, évidemment, ce qui est fait en plus, c'est utiliser la voix passive pour parler des actrices. Donc elle enferme les actrices en leur retirant leur agentivité et leur liberté. Donc elles sont filmées, elles sont réifiées. Et à aucun moment dans le cerveau de Geneviève Cellier, il y a la possibilité à un moment qu'une actrice aime ce qu'elle fait, aime être sexualisée, aime jouer dans un film de Keshish, aime jouer dans un film de Bruno Dumont. Et donc en fait, pour moi, c'est la misogynie, le féminisme qui se retourne en misogynie.
Alors, je pense que les spécialistes du féminisme ont bondi de leur chaise, parce que en fait, ça c'est la rhétorique des masculins d'extrême droite. Hein. C'est la rhétorique de se dire, oui, bon, vous faites dire n'importe quoi aux femmes, moi je suis sûr qu'elles adorent ça, elles adorent ça, se mettre en avant, se mettre à poil, elles l'ont bien fait et tout. Et en fait, bizarrement, quand des femmes comme Judith Godrèche notamment, hein, Judith Godrèche qui à l'époque de Benoît, quand elle avait 17 ans, 16 ans, je sais plus l'âge, avec Benoît Jacot, elle disait qu'elle était très contente de travailler avec lui, que c'était super pour elle, etc. Et ben hop, là elle se met à dire qu'en fait c'était une domination, qu'en fait elle était sous emprise, etc. Et ben c'est quoi la réaction des gens qui pensent ça ? C'est de dire elle est bien contente maintenant, hein, elle était contente avant, maintenant elle l'est plus, et la contradiction, les machins. Je veux dire ça. Essayer de ne pas comprendre un rapport de domination systémique en l'ancrant, disons, dans quelque chose qui ressort de l'agentivité et de l'individualisme, c'est complètement con et c'est complètement réac. Parce que justement, c'est complètement oublié qu'un rapport de domination ne se passe pas uniquement par le biais de faits ultra graves ou condamnables. Ce rapport de domination, il contribue à aborder un continuum dans les violences. C'est souvent ça que dénoncent et critiquent les féministes. C'est de dire que, en fait, souvent, l'argument, on va dire, je vais reprendre ma formule, souvent, l'argument un peu des réacs, c'est de dire, ouais, les féministes aujourd'hui, comme Fourest, par exemple, elle le dit, c'est de mettre une claque ou une fessée, par exemple, au même niveau qu'un viol. Et en fait, ce que les critiques féministes disent, elles disent pas du tout ça, elles disent que, en fait, ça entretient un continuum d'estimer que c'est ok et que c'est pas très grave une fessée, une claque ou une blague ou une remarque sexiste. C'est de dire que en fait ça légitime l'avancée des continuums des violences. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est une blague sexiste, ensuite c'est une blague encore plus lourde, ensuite c'est un peu du harcèlement, ensuite c'est du contact, donc une agression sexuelle, et ensuite potentiellement si la femme ne dit rien c'est du viol. Donc en gros il y a un continuum comme ça qui est étudié, hein, qui est voilà, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est très intéressant et qui s'ancre vraiment, qui se matérialise dans le rapport de domination et dans les violences. Et en fait il y a des femmes qui sont pas forcément effectivement conscientes de ce qu'elles vivent, justement parce qu'elles sont trop jeunes ou justement parce qu'elles sont sous emprise. C'est le principe du gaslighting, hein, c'est de faire croire à des femmes certaines choses par le biais du regard masculin. Et donc en fait si on ne traite que individuellement ces choses-là en disant non mais elle met tout le monde dans le même panier alors qu'il y a des femmes qui adorent être sexualisées, c'est juste complètement passé à côté de ce que raconte Geneviève Sellé dans le bouquin, et c'est complètement occulter ce rapport de domination justement, et c'est être ultra réactionnaire. Alors je dis pas, il y a des actrices qui sont réactionnaires aujourd'hui, t'as Fanny Ardant, t'as Catherine Deneuve qui sont un peu dans cette position de vouloir défendre l'auteur à tout prix, et que c'est pas très grave si bon il a touché le cul d'une maquilleuse à un moment. Mais sauf que, encore une fois, à chaque fois dans ce discours, on ne parle jamais des conséquences que ça a sur les victimes. C'est-à-dire que tu as des victimes, elles vont pas s'en remettre, en fait, d'avoir eu une main aux fesses d'un acteur sur un tournage, quand bien même ça serait arrivé qu'une fois. Parce que du coup, le fait que ça ne soit pas puni et dénoncé, l'acteur il continue sur plein d'autres femmes. Et il y a des femmes qui le vivent pas vraiment, qui ne le vivent pas comme un traumatisme sur le moment ou qui vivent ça en mode en rigolant, mais elles se rendent compte qu'en fait, en grandissant, ça a eu des conséquences sur leur vie. Et en fait, ça, c'est juste le résultat de très très longues études, de très très longues descriptions de plein de personnes. Et elle dit ouais bon si la meuf elle a dit que c'était ok, qui sommes-nous pour juger quoi. On n'avance pas beaucoup avec ça quoi. Hein. Donc c'est vraiment profondément con. Et vraiment ce truc de la misogynie inversée c'est juste débile. Tu dis sur le livre qui ne travaille pas et qui ne jouit pas, ouais. C'est cohérent avec son propos, c'est-à-dire que c'est pas un livre d'auteur, c'est-à-dire que justement c'est pas un livre d'auteur. Il y a un refus d'être et de comprendre ce que c'est qu'être auteur ou autrice, c'est-à-dire porter un désir. Quand je parlais tout à l'heure de la position qui était mal comprise par elle de ce que c'est qu'un cinéaste ou une cinéaste, c'est quelqu'un porter un désir, explique. Qui porte le désir et qui subit des pressions, qui subit le pouvoir d'en haut, le producteur, je dis parfois c'est même le chef opérateur, les financiers du cinéma, et qui en fait, à qui finalement on peut laisser la maternité ou la paternité de l'œuvre parce que c'est la personne qui a le plus de désir. Il peut y avoir une, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois maximum, mais je veux dire, il ne peut pas y avoir 10 000 personnes quand elle dit oui, c'est aberrant de considérer, de sacraliser l'auteur quand on voit le nombre de personnes qui travaillent sur un film. C'est vraiment, mais c'est de la non-réflexion. Il ne peut pas y avoir 10 000 personnes qui portent un désir à ce point-là et ne pas comprendre. Ça s'appelle une manif quoi. Non, voilà, et ne pas comprendre cette bagarre-là qui est portée par le désir, c'est ça qui est consternant. Voilà. Même ça, ils en parlent super mal. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord que dans le champ critique, c'est peut-être pas super intéressant de préciser toutes les collaborations artistiques.
Je pense qu'effectivement, c'est alourdir un peu la critique, c'est peut-être rajouter des choses qui ne servent pas forcément à grand-chose. Dans le champ critique, je parle vraiment dans la théorie critique, je ne suis pas effectivement 100% d'accord avec le fait que c'est forcément utile dans le champ critique de préciser toutes les collaborations artistiques. Mais encore une fois, elle a assez raison en disant que la politique des auteurs et la manière dont on parle d'un film a absolument occulté le reste de ce que produit la préparation d'un film. Et que souvent au sein même d'un film, et moi je le sais, je veux dire, je bosse en tournage, je vois très bien quelles sont les collaborations artistiques et à quel point elles ont un impact sur la décision du cinéaste, que effectivement c'est un peu un mythe, ce truc de dire que le film ne dépend que d'une seule et unique personne. Et en fait, ce truc de portage du désir, encore une fois, c'est complètement con et c'est passé aussi à côté de ça, c'est que ce désir n'est pas porté uniquement par le cinéaste, c'est ça aussi le mythe. Il est porté par des collaborations artistiques. Et du coup, quand un film, par exemple, je sais que Guy Roddy collabore beaucoup avec la chef opératrice Claire Mathon, ils s'entendent très bien, et Claire Mathon a une sensibilité et un désir porté qui est très fort aussi par rapport à Guy Roddy. Et d'ailleurs, inversement, moi je travaille avec une chef opératrice qui souffre beaucoup de justement bosser sur des films et de faire un peu comme si c'était le sien. Et du coup, le fait de faire ça, il faut qu'elle accorde, disons, un désir qui soit la même force de désir que le cinéaste. Et souvent, donc c'est aussi une amie, ma collègue chef opératrice, elle souffre pas mal aussi parfois de réalisateurs ou de réalisatrices qui n'ont pas ce désir en particulier, qui font un film parce que ils ont voulu parler d'un sujet, mais sauf qu'ils n'ont aucune force, aucune puissance de désir dans la manière de mettre en scène. Donc du coup, ma chef, elle est là à avoir plein d'idées sur la manière dont ça peut être évoqué à l'image, sur la manière dont ça peut être dynamisé, sur la manière dont ça peut être beau de laisser un seul plan au lieu de 3, dans le montage, etc. Enfin, elle a un travail d'anticipation et de sensibilité artistique qui est très très propre à une réalisatrice. Elle pourrait être totalement réalisatrice et avoir cette étiquette. Et le truc, c'est qu'elle aime parfois même très très frustrée par le fait que les réalisatrices ou les réalisateurs soient un peu en mode ouais si tu veux quoi. Et il y a beaucoup de cinéastes qui sont comme ça, faut pas du tout se leurrer. Et c'est à eux que revient tout le mérite, pourtant à la fin. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut très très sérieusement remettre en question et que c'est important aussi de mettre ça en avant. Mais parler de porter du désir porter machin, c'est ça qui est mystifiant en fait. C'est ça qui mystifie l'auteur. C'est ça qui mystifie ensuite des gens comme Bedos par exemple. C'est ça qui justifie qu'il y ait des gens qui disent que Bedos, en fait, son regard très très masculin et très misogyne dans ses films, ce qui est vrai, hein, Bedos c'est très 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 misogyne, c'est porté par un truc qui est propre à lui, de quelque chose qu'il ressent, d'un mal-être masculin, d'un mal-être profond, etc. machin. Et il n'est pas forcément non plus ultra inspiré. Donc voilà, mais là je prends l'exemple d'un réal qu'on n'aime pas, mais je pense qu'il y en a dans le cas aussi de cinéastes qu'on aime beaucoup. Et moi je pense que c'est intéressant de dissocier ça de la théorie critique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de préciser ça dans la théorie critique, mais je pense que c'est important de s'ancrer ça dans le crâne, que les tournages c'est aussi un microcosme social, qu'il y a aussi des rapports de force, et que souvent, très bizarrement, ceux qui vont avoir des discours d'alter ego créateurs, de films très portés sur l'intime, avec un regard souvent très masculin et misogyne, big info, ça va se répercuter aussi sur le tournage. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de le noter. Critique est en mesure de comprendre qu'il y en a quand même parfois 2, 3, 4 et que d'ailleurs c'est la guerre entre elles et j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de ça quand on commande des films d'ailleurs hein, de ce qui se passe comme lutte intestine sur la paternité de l'œuvre finale et qui fait le film contre qui, est-ce qu'un scénariste je trouve ça concernant qu'on commence à parler de ça en fait. Je trouve ça, ce qui est violent je pense qu'on est tous d'accord, c'est que ça soit publié à la fabrique en fait. Et c'est là où ils sont universitaires du coup parce qu'ils sont là en mode mais je trouve ça flagrant qu'on se base, qu'on retourne sur des bases comme ça machin. Je fais non justement c'est ce que remet en question Célier, donc c'est ça qu'il faut remettre en question, c'est les bases. Si les bases ne changent pas, elles sont conservatrices et du coup elles sont un peu réac et du coup elles peuvent amener à des choses assez réactionnaires, à une répétition aussi dans la manière de voir la critique. Enfin là c'est vous qui êtes ultra universitaire pour le coup. Oui, c'est le cynisme oui. éditorial du geste. C'est pour ça que Michel Armatan, je trouve qu'on en parle, c'est que La Fabrique est un très bon éditeur. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment... Oui, c'est vrai, La Fabrique est un très bon éditeur. Ils ont très bien fait d'éditer ce bouquin qui est très intéressant et qui s'ancre sur des mêmes problématiques de bouquins qu'ils ont déjà édités. À savoir les rapports de force, les rapports de domination,
Et comment ça passe par une forme d'esthétique dans le cinéma français qui a été beaucoup justifiée et beaucoup admirée. Il s'est précipité pour publier ce livre-là. C'est que quand même, non mais que d'une part, il faut quand même reconnaître qu'il y a une question qui est importante qui est posée. Alors c'est pas, c'est pas que c'est mal répondu, c'est que c'est pas, il n'y a pas de réponse à cette question-là dans le livre. Il n'y a même pas de question. Mais il y a quand même une question. Vous avez vu Et à un ce moment, mépris elle aborde cette question-là, c'est de savoir donc est-ce que le culte de l'auteur a produit une forme de reconduction de la domination masculine, le culte de l'auteur dans le cinéma français. Alors, pour ça, elle répond en allant chercher une autre autrice qui s'appelle Michel Coquillard, et qui a produit donc une idée qui est que c'est le romantisme au XIXe siècle qui a institué une figure masculine de l'artiste qui a besoin d'une muse, mais surtout pas d'une femme terrestre qui pourrait l'empêcher d'accomplir son œuvre, et que ça a à la fois institué des rapports de pouvoir par rapport aux femmes et en même temps une façon de représenter les femmes dans ces œuvres-là. Moi, je trouve que ça, c'est une question intéressante. C'est une question théorique intéressante et on aimerait avoir une réponse un peu plus construite là-dessus. Alors, elle n'est pas du tout dans le livre. Moi, mon idée, c'est que c'est pas forcément lié au romantisme du XIXe siècle, parce que la question de la muse, ça apparaît bien avant, et que ce qui s'est passé au XIXe siècle, c'est probablement l'autonomisation de l'art à partir du moment où il y a eu la révolution industrielle et l'accomplissement des mœurs bourgeoises. C'est plus cette question-là qu'on doit poser, l'autonomisation de l'art. Et est-ce que le cinéma n'est pas juste une sorte de surjon de ça, mais pas du tout. Il n'y a pas de spécificité au cinéma, si ce n'est qu'il est inscrit dans un champ de pouvoir, parce qu'il faut mobiliser beaucoup de capitaux pour faire un film. Donc il y a forcément beaucoup plus de pouvoir qui est instruit pour faire un film. Et aussi plus de... Oui. Bah, je comprends pas trop là où il veut en venir. Parce qu'elle en parle ça aussi dans le livre. Encore une fois, elle dit pas que ça a popé de nulle part, hein, la masculinité qu'elle dénonce. Elle dit que justement c'est un continuum aussi en fait. Que la masculinité toxique, on va dire, et la domination masculine n'est pas née avec la nouvelle vague, elle existait déjà avant. Elle existait même avant les mœurs bourgeoises, elle existait même avant l'apparition de l'autonomisation de l'art, elle est même arrivée avant l'idée même de muse, la domination masculine, donc elle est encore beaucoup plus ancienne, et elle se matérialise à chaque fois en s'adaptant au système économique et artistique qui se déroule. Donc ça, elle le dit pas avec ces mots-là, mais elle dit que c'est une nouvelle forme de masculinité et que cette masculinité s'est ancrée aussi dans le champ critique et que c'est encore le cas aujourd'hui, on a du mal à en sortir et ça a justifié des violences dans ce rapport de force et de domination au sein même des films, de ce que ça raconte, au sein même des relations entre les cinéastes et leurs actrices, et que ça continue d'être perpétué, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui il y a débat par rapport à ça. Donc je comprends pas trop où est-ce qu'il veut en venir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le cinéma, c'est pour ça que c'est pas un hasard, effectivement, si le MeToo est arrivé à travers le cinéma, et si maintenant en France, le phénomène se transporte aussi à travers le cinéma. Mais justement, sur cette question-là, je voulais juste... C'est pas très bien comprendre le mouvement MeToo que de dire ça, mais bref. Ponctuer ce que je disais un peu tout à l'heure sur le fait... On peut leur demander d'être experts. Hein. Que l'auteur, ce serait celui qui a le désir. Bon, cette définition, je pense qu'elle est pas si mal, mais que justement il faut savoir voir à quel moment ça devient un problème et qu'on peut dénoncer, qu'elle dénonce et qu'on devrait tous dénoncer. C'est effectivement le fameux dialogue, l'interview de Benoît Jacot avec Gérard Miller, je crois. Qui est une catastrophe. Qui est une catastrophe, c'est-à-dire qu'en fait c'est le moment où justement ce désir qui est porté par essence par le cinéaste et qui passe par le regard se déporte sur quelque chose de physique, d'emprise, une réalité. Il y a une confusion totale là-dessus dans le livre, mais qui est en fait une confusion qu'on retrouve aussi dans beaucoup de commentaires. Et quand elle parle donc effectivement de la question de la conquête et du fait des effets de masquage du cinéma, c'est-à-dire qu'on utilise son statut d'auteur pour aller conquérir des jeunes filles et le cinéma, elle accuse Godard de l'avoir fait. Et surtout, à un moment... Mais c'est vrai. Mais les gars, réveillez-vous. C'est pas parce que de Godard c'est Jacot ou Doyon qu'il a pas fait ça. En fait, l'emprise masculine, c'est pas quelque chose, comment dire, c'est pas le mec en train de se frotter les mains comme ça et en train de faire « je suis diabolique ». C'est juste que ça s'ancre tellement dans un mécanisme de société dans lequel on grandit, dans lequel on apprend des choses, dans lequel on nous apprend à être comme ça aussi en tant qu'homme, que c'est comme ça que ça se matérialise. Godard, il a pas fait ça en se frottant les mains et en sachant qu'il est diabolique. Il l'a fait parce qu'en fait, on lui permettait ça. Et c'est parti encore plus loin pour ce qui est de Doyon et de Jacot. En fait, là, vous êtes toujours porté sur le désir. Le fait de désirer une femme qui a 30 ans de moins que toi, c'est déjà une emprise.
c'est déjà une matérialisation de ce qui est permis dans la société. Donc du coup, quand ça en plus ça se concrétise par le fait qu'on a les financements pour faire un film sur ces histoires-là, mais vous croyez que même un gars, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais un gars qui n'aurait pas eu on va dire l'agressivité de Jaco, ça aurait pas eu le même impact sur une gamine de 15 ans. Justement, il est là le problème en fait. Et Godard, évidemment qu'il a fait ça aussi. Il a eu une forme d'emprise sur son... J'ai oublié son nom malheureusement, mais sur sa première muse, on va dire. Sur Anne Wiazemski, il a eu beaucoup ce rapport-là quand même. Et en fait, dans le cinéma de Godard, c'est représenté comme étant une espèce de relation amoureuse tumultueuse, où elle est un peu chiante, en même temps lui il est un peu con aussi. Ce truc qui en fait occulte totalement justement ce rapport-là. Mais Anne Wiazemski, elle a quand même pas mal souffert de la relation avec Godard, parce que justement c'était un mec qui était pas évident et qui mine de rien restait un homme et avait ses codes un peu d'emprise aussi. Donc c'est pas forcément une question d'accuser, c'est juste que les hommes qui ont lancé un peu le mouvement de la nouvelle vague reproduisaient ces codes aussi parce que c'était des hommes et qu'on leur permettait totalement de faire ça. C'était pas un problème en fait. Et je veux dire, il faut pas attendre encore une fois des choses qui sont ultra hardcore médiatiquement pour dire que ça, ce sont des cas isolés. C'est juste que ce sont des cas qui, en fait, c'était juste les conséquences d'un système qui permet en fait de base des choses qui sont pas normales sur l'emprise. Et du coup, ça a donné naissance à des Gabriel Masneff qui disaient tranquillement à la télé que ces muses c'était des gamines de 15 ans et qui couchaient avec et tout, et que c'était ultra... Et ça, c'était quand même vachement romantisé à l'époque. Et du coup, de la même manière que en fait Jaco, Doyon, c'était aussi ultra romantisé. Bertrand Blier, c'est pareil, je veux dire son film comment il s'appelle, son film Beau-père, je crois, qui raconte une histoire d'amour entre un mec qui est joué par Patrick Devers et qui devait avoir à l'époque, je pense, je sais pas quel âge il devait avoir 33 ans, c'était pas loin je crois avant son suicide, et Ariel Bess qui, elle, avait plutôt 20 ans, 19 ans, et surtout que le film était porté sur une relation amoureuse entre eux deux, entre une fille et son beau-père. Et ça, en fait, le film, moi je l'ai vu, et en fait, si vous voulez, formellement, il est très beau, dans le sens où, en fait, c'est une beauté plastique, c'est très joli, c'est une histoire d'amour qui peut pas avoir lieu, parce qu'on sait que c'est pas normal. Et ce qui est intéressant notamment, on en parlait justement sur cette fragilité masculine, qui est notamment beaucoup mise en avant, et dont les femmes seraient le principal vecteur, justement, dans Beau-père, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la belle-fille qui va tomber amoureuse de son beau-père, son père qui est là en mode mais non mais c'est pas possible, on va pas faire ça et tout, et c'est elle qui est vecteur, moteur de cette relation. Et ça justement, ça participait aussi à un mythe concernant le fait que c'est un peu les femmes qui sont responsables de ça et de ces pauvres hommes qui sont en pleine fragilité, etc. Et ça a été beaucoup mis en avant aussi dans le cinéma de Jaco, de Doyon, de Godard, de Truffaut. C'est-à-dire que parler de désir porté par essence, c'est déjà un problème. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire en fait. Cinéaste et qui passe par le regard se déporte sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il pense que ça déporte sur des cas isolés en fait. Sauf que ces cas isolés, ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des conséquences du fait de laisser ce continuum se dérouler. C'est-à-dire que Jaco, il n'a pas popé d'un coup comme ça, hors de tout contexte, et a dit vas-y, je vais faire un film sur moi avec une gamine de 14 ans, et ça sera ma muse, et on sera très amoureux, et elle est très heureuse avec moi, et du coup c'est trop beau, etc. Bah non, en fait, il n'a pas popé comme ça. C'est parce qu'il y a tout un système qui justifie et qui romantise ça, par le prisme justement de cet auteur, du fait que c'est l'auteur, c'est son regard du désir sur des femmes mineures, enfin vraiment le fait de dire ça, et qui a lancé ce rapport de domination avec des femmes. Ils savent qu'ils sont malgré tout capables d'avoir une emprise sur ces femmes parce qu'elles sont plus jeunes et plus sensibles, et surtout, là où on s'éloigne vraiment de la posture morale, c'est le fait que ça a des incidences sur les victimes, sur les femmes. Ça a des incidences sur leur vie, ça a des incidences sur la manière dont elles vont être perçues après. Ça va avoir une incidence sur plein de choses. Elle a cette phrase où elle parle de Éric Rohmer et il dit il rajoute des jeunes filles dans son cheptel. Ouais. Elle a quand même cette phrase d'une vulgarité atroce où elle confond complètement l'univers symbolique de l'œuvre de Rohmer. C'est sa vision à elle, c'est elle qui voit du bétail, c'est pas Rohmer. Ah oui, finalement c'est elle la misogyne. Hein.
il y a plein, faut le dire, il y a plein d'erreurs factuelles. Enfin, il y a un truc de. Puis par ailleurs, elle est travaillée par Eddie. La question sociale n'est pas abordée dans le cinéma, mais elle veut pas la voir dans la vie d'Adèle. Elle parle des phénomènes d'emprise cinéaste, actrice, mais elle le voit pas chez Céline Sciamma et Adèle. Enfin, elle pourrait, tu vois, le souligner. Le désir de Céline Sciamma pour son actrice Adèle Haenel. Enfin, bref, on a très bien compris ce qu'elle voulait faire. Et en fait, la conclusion du livre. Mais c'est ça que je trouve fou, c'est qu'en fait, ils sont pas d'accord aussi avec une certaine lecture esthétique qu'elle a d'un cinéma. Et justement, le principe même de la critique, c'est de faire face un peu aux contradictions qu'on a par rapport à notre propre ressenti, à notre propre vécu par rapport à un film. Si par exemple Geneviève Sellier n'a pas remarqué, disons, que Céline Sciamma avait du désir pour Adèle Haenel, ou portait un désir sur Adèle Haenel dans le film, expliquez pourquoi vous l'avez ressenti. Elle, Geneviève Sellier, elle en parle de manière... Elle articule sa critique d'esthétique de Céline Sciamma par le biais d'autres choses. Par exemple, elle a un chapitre super intéressant, dont je ne vais pas le retrouver, mais c'est un truc qu'on pourrait vraiment retrouver dans un journal critique, une lecture de la mise en scène de Naissance des pieuvres de Céline Sciamma, sur la manière dont elle arrive très justement à jouer sur le mal-être de chacune d'entre elles dans le film. Et moi, en le lisant, je me suis dit, mais ça, c'est un truc... moi, j'ai envie de lire ça plus souvent. J'ai envie de lire ça plus souvent quand je lis des critiques. Parce que moi, je pense que ce qui manque aussi, c'est le dernier petit point que j'aimerais préciser, c'est le fait que le problème de la politique des auteurs, c'est qu'on parle aussi énormément d'un film comme une entité à part entière, et on ne s'arrête pas spécialement sur des plans ou sur des scènes très précises qu'on essaierait de décortiquer et d'interpréter. Et en fait, dans le bouquin de Célie, elle fait beaucoup ça pour essayer d'expliquer pourquoi elle aime bien le cinéma de Céline Sciamma. On a le ressenti ou pas le même ressenti, on peut trouver qu'elle se trompe ou pas. C'est à nous d'essayer aussi d'objectifier un peu ça et d'apporter notre ressenti esthétique, nos émotions esthétiques par rapport à ça. Mais reste que c'est passionnant parce que en fait, souvent, une scène va réussir à représenter tout ce que le film essaie de faire. Donc voilà, par exemple, c'est intéressant. Bon, on va s'arrêter là parce que le podcast prend fin, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça a été finalement très très peu intéressant leur regard. Il a été très très méprisant vis-à-vis du travail de Geneviève Sellier. Ils s'y sont pas intéressés et surtout c'est très très mal comprendre ce qu'elle essaie de raconter dans les mécanismes de domination, sur la manière dont en fait sur la manière dont ça a été modifié en fait, sur la manière dont ça a été perpétué, mais de la manière dont ça a complètement radicalement changé et comment ça a pu obscurcir des violences qui ont suscité énormément. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'indignation, mais qui ont aussi amené à ce que des femmes soient victimes et soient traumatisées toute leur vie. Et je pense que le discours de Judith Godrèche là-dessus, je pense qu'il est très représentatif de ça. C'est-à-dire que à 14 ans, 15 ans, évidemment qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle était sous emprise et pour elle, elle était sûrement très heureuse. Mais qu'est-ce qui explique qu'en grandissant, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas arrêté de penser à ça, qu'elle a été traumatisée par ça. C'est des choses qu'il faut sérieusement remettre en cause. Et c'est pas parce qu'il y a des femmes qui se mettent à avoir ce contre-discours comme Caroline Fourest, comme Catherine Deneuve, comme Fanny Ardant, que ces choses-là relèvent de l'acte individuel. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas le cas. Et du coup, je trouve que en fait, même esthétiquement, ça permet aussi d'aborder des choses intéressantes. Et c'est très bien aussi de mettre en avant des réalisatrices femmes. Elle parle notamment de Dominique Cabrera, que je connais pas, donc je pense que je vais m'empresser d'aller regarder. Et surtout, je précise le fait que elle ne s'attaque pas aux hommes en tant qu'hommes. Parce que justement, elle dit qu'il y a des réalisateurs hommes qui sont assez intéressants et qui adoptent aussi une lecture beaucoup plus sociale et beaucoup plus consciente des rapports de force, qui font qu'ils ont aussi une lecture intéressante. Et de la même manière, il y a des femmes qui par contre alimentent un peu ce rapport de force, ce rapport de domination, mais tout le temps en considérant les femmes comme des objets sexuels ou comme des choses comme ça. Donc voilà, la conclusion de tout ça, je suis content d'en avoir fait une capsule parce qu'encore une fois, je pense que ça peut être un peu intéressant pour vous de m'avoir comme ça en impro pour en parler. J'espère que je ne peux que vous inciter à lire le livre, parce que je pense vraiment qu'il est intéressant, même si je pense qu'effectivement, sur son aspect économique et sur la manière de voir le cinéma, comme son angle sur le cinéma populaire et le cinéma d'auteur, je trouve que parfois il est un peu biaisé. Je vous conseille quand même de le lire juste pour les questions en fait qu'il apporte et sur la manière qu'on a nous de penser le cinéma français et sur la manière dont il s'inscrit aussi dans les autres formes de cinéma. Et pour ça, je vous conseille aussi d'aller écouter son podcast sur les couilles sur la table qui est hyper intéressant.
sur la manière dont elle revient aussi là-dessus. Et voilà. Donc j'espère que la capsule vous aura plu. Sortie de secours, vous êtes vraiment nuls. Vraiment là-dessus, c'est assez une catastrophe de penser que des critiques ciné peuvent parler d'un livre de comme ça qui les dérange un petit peu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et à très bientôt tout le monde. Ciao.